Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver, pour suivre les statistiques américaines. Vous avez sur notre site un article qui vous est proposé depuis quelques instants, qui revient sur les fondamentaux européens du jour. Alors il s'agissait des statistiques britanniques, avec des chiffres du produit intérieur brut anglais, britannique, au second trimestre, qui ont soutenu le sterling, j'en reparlerai. Moi cet après-midi je vais me concentrer sur le dollar US, brièvement, rapidement, puisque un certain nombre de choses établies ce matin restent valables. Donc je vais revenir sur tous ces éléments. Autant pour moi, j'ai eu un petit problème de son. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. L'avertissement sur les risques liés au trading, vous l'avez sous les yeux. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons statistiques américaines. Et pendant que Panther 66 passe short du DAX, c'est exactement donc ce qu'il nous mentionne, le calendrier économique états-unien, il est sous vos yeux. Vous avez aussi un article sur le taux de change USD CAD, avec un pétrole qui revient sur support, qui pourrait faire rebondir le CAD et donc faire consolider le taux USD CAD vers par exemple les précédents sommets de l'année 2015, un 28,50, un 28,30 et quelques. Bon, mardi 28 juillet, des statistiques américaines sont déjà connues, elles étaient attendues à 15 h, mais les plus importantes d'entre elles sortent à 15h45 et 16h. 15h45 et 16h, je vous invite à vous rendre dans la section commentaires, juste à droite de là où vous voyez mon écran. Vous avez donc les statistiques que nous allons suivre cet après-midi ensemble. À 15h45, l'indice PMI des services au mois de juillet aux États-Unis. Pourquoi c'est important? Parce que dans la formation du produit intérieur brut des États-Unis, les services représentent la part dominante, et largement, par rapport à l'activité manufacturière. La confiance des consommateurs au mois de juillet à 16h, non pas mesurée par l'Université du Michigan, mais par le Conference Board, avec une prévision qui s'établit à 100. Il s'agit d'un sondage d'opinion. Et enfin, à 16h, l'indice du secteur manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond, ça fait partie des indicateurs d'activité qu'éditent les banques centrales régionales aux États-Unis. Alors, la Réserve fédérale de Richmond, elle appartient au système des réserves fédérales aux États-Unis. Ces réserves fédérales locales sont rassemblées, en tout cas leurs gouverneurs, au sein d'un organisme plus important qui s'appelle le FOMC. Et ce sont ces responsables des banques centrales régionales qui décident des perspectives de la Réserve fédérale, avec un grand R et un grand F. Celle qui établit la politique monétaire pour tous les États-Unis d'Amérique. Donc à 16h, c'est simplement une des réserves fédérales, c'est celle de Richmond. Pourquoi est-ce que la Réserve fédérale de Richmond édite des indicateurs d'activité industrielle? Tout simplement parce que cela fait partie d'une zone géographique où l'activité industrielle est surreprésentée par rapport à ce qu'elle représente en moyenne dans la formation du PIB aux États-Unis. Donc voilà, ça c'était pour le descriptif de ces statistiques. Le calendrier économique d'EliFX sur lequel je suis, qui est filtré pour reprendre uniquement les statistiques américaines et la date du mardi 28 juillet, vous donne les prévisions de marché. Essentiellement, on se concentrera sur l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Cette semaine elle est très importante pour l'économie des États-Unis, parce que ce sont les tout derniers chiffres réellement que le marché va surveiller. Demain, la dernière décision de la Réserve fédérale avant le mois de septembre. Laissez-moi vous montrer à nouveau le calendrier de la Fed. Alors, il faut que j'essaie de le retrouver. Bon, peu importe. Bon, accordez-moi juste 2 secondes. Je le retrouve. Alors, hop. Simplement, voilà, pour vous rappeler donc que vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale. On est le 28 juillet. Alors pourquoi d'ailleurs 28-29 juillet? Parce que le FOMC il se réunit. Là il a commencé, ça y est. Il est 9h22 sur la côte Est aux États-Unis. Donc ça y est, le FOMC s'est réuni. Mais rassurez-vous, aujourd'hui il ne va pas s'exprimer. C'est demain à 20h qu'il édite un communiqué de presse. On sera ensemble d'ailleurs demain à 19h45 et on découvrira ce qu'on appelle ici un statement, donc un document
qui fera la synthèse de ce que tous ces gouverneurs des banques centrales régionales aux États-Unis auront pu rassembler donc comme information. Donc ce document, demain il apparaîtra ici à 20 h et je l'étudierai avec vous. Pourquoi c'est important? Parce que c'est donc la dernière réunion avant celle de septembre. Celle de septembre, le marché se projette dessus parce que potentiellement la Fed peut relever ses taux en septembre. Les probabilités ne disent pas que la Fed relèvera ses taux en septembre. Les probabilités se focalisent davantage sur le mois de décembre. Donc la réunion des 15 et 16 décembre 2015. Mais même si la Fed finalement ne les relève pas cette année, ce qui compte c'est comment le marché se projette. Alors, en janvier on sera peut-être au même topo, mais peu importe. Il faut avoir en tête que finalement c'est ça que scrute le marché. Donc cette semaine, si je reprends le calendrier économique aux États-Unis, vous avez sous les yeux l'analyse graphique du Dow Jones FXM Dollar Index. Je n'hésiterai pas à dire que les statistiques réellement importantes, c'est pas aujourd'hui. Et je vais peut-être même vous dire que c'est pas demain, parce que demain on n'attend rien de la Fed. La probabilité que la Fed demain monte ses taux, je vais vous dire ce que c'est. Regardez, je le mets dans le chat. Voilà. Donc vous avez bien lu, c'est 0%. Alors si elle monte ses taux demain, je serais bien mal, mais je vous donne moi la probabilité établie par des indicateurs de marché. Et notamment la façon dont les investisseurs se positionnent sur les contrats à terme du taux d'intérêt des Fed Funds. Un contrat à terme, ça sert à se couvrir, à anticiper par rapport à ce qu'on anticipe comme évolution du prix de l'actif en question, donc là entre autres d'un taux d'intérêt. Et ben lorsqu'on étudie le positionnement sur les contrats à terme qui ont donc justement une échéance mensuelle, c'est 0% pour juillet. Alors forcément si demain la Fed lève ses taux, eh ben, le marché se sera bien trompé et autant vous dire que le réajustement serait brutal et que l'euro-dollar pourrait perdre 300 pips d'un coup. Mais la Fed ne montera pas ses taux demain. Elle va quand même pas faire ça alors qu'encore lundi, Shanghai perdait 8%. On est toujours dans la période que l'on peut appeler post-Grexit. C'est-à-dire qu'on a quitté le risque que représentait la sortie imminente de la Grèce de la zone euro, mais on ne repasse pas immédiatement à une période de stabilité, tout va bien. On digère l'événement, on s'habitue au nouveau contexte, la Grèce met en place ses réformes, elle est surveillée. Le système bancaire grec ne refonctionne pas encore normalement, donc on est dans cette période que l'on appelle le post-Grexit. Donc c'est une période intermédiaire. Donc il y a de la vol. On va en parler du CAC, du DAX qui amorce depuis ce matin un rebond technique. Je vous ai expliqué ce matin que nous attendions avec impatience la clôture journalière. Non. Si votre question c'est quelle est la statistique la plus importante de la semaine? Et ben moi sans hésiter, jeudi à 14h30. Jeudi à 14h30, la première estimation du niveau de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. Et l'ultime révision du premier trimestre. Donc tout se jouera en grande partie jeudi à 14h30. Alors qu'est-ce qui se joue? Quand je dis tout se jouera, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, ce qui est à la clé de toutes ces statistiques, si j'arrive à reprendre la plateforme, là voilà, c'est la dynamique générale du dollar américain. Alors, le dollar US, depuis le 18 juin, c'est la dernière fois que la Fed s'est exprimée. Regardez à nouveau le calendrier de la Fed. C'est donc le 17 juin, donc au lendemain du communiqué de presse de la Fed et de la conférence de Janet Yellen, conférence de presse, que le dollar US a été acheté. Regardez, le 17 c'était là, donc c'était là, le 17. Le dollar US a baissé avec la Fed, et le lendemain, il a été payé, et puis depuis, il n'arrête pas de monter. Maintenant, forcément, le marché temporise, parce qu'on est à la veille de chiffres importants, et on a tout à l'heure à 16 h la conscience du consommateur, selon le Conference Board. La consommation des ménages, c'est les 2/3 du PIB des États-Unis. La confiance du consommateur, elle est beaucoup liée aux perspectives sur le marché de l'emploi, par exemple. Il y a des choses qui jouent ça. Bref, au moment où je vous parle, on a donc un range sur le dollar US, mais depuis ce matin, on était proche d'un support.
Je dirais même que on est sur support sur le dollar américain depuis la fin de session européenne hier. Alors, comment avons-nous pu constater le dollar US sur support? C'est pas le GBP USD, hein. Forcément, la livre sterling aujourd'hui elle est soutenue d'un typiquement, regardez l'impact des chiffres de la croissance économique. Bah voilà, aujourd'hui, la livre sterling, je vais vous mettre la livre sterling en H1. Regardez, voilà, le PIB anglais ce matin était uniquement égal au consensus. Le câble, il a pris en ligne droite, allez, il a pris un bon 80 pips en l'espace de 2 heures. Donc, si le marché n'est pas déçu par le PIB US, cette semaine, l'idée c'est de voir le dollar US monter. Mais avant cela, un dernier tour d'horizon des paires en GBP, et puis ensuite le reste du marché, le CAC, le DAX, etc. Je vais me concentrer d'abord sur l'euro GBP, puisqu'en accord avec les fondamentaux, aujourd'hui, seul l'euro GBP a donné un signal swing net. Vous avez sous les yeux, les bougies japonaises ont donné 4 heures de l'euro GBP. Le PIB britannique a été très satisfaisant, il n'a pas du tout manqué le consensus. Lorsque je pratique l'analyse technique sur l'euro GBP, je constate que le marché, le RSI H4 de l'euro GBP, il est sorti par le haut d'une espèce de compression en wedge. Donc ça c'est une figure de sommet. Je pense que le momentum va retomber ici. Le taux euro-GBP a échoué sous cette oblique de résistance. Il était ce matin sous résistance. Il a donné le signal de vente à la cassure des 0,71. Bon, depuis, il a perdu une trentaine de pips. Le risque maintenant, c'est de voir l'euro-GBP retomber en direction des 0,7050 et probablement même des 0,7020. Bref, d'aller chercher cette ligne de tendance. Dans tous les cas, la monnaie britannique reste globalement sous pression. On a aussi cette compression là. Mais je pense que le taux euro-GBP peut parfaitement aller chercher donc la partie basse. Voilà ce que j'ai. Donc on est aussi dans cette espèce de wedge. Mais l'idée c'est qu'ayant échoué sur la partie haute, je pense que là le marché on peut parfaitement envisager que le marché retourne justement donc dans la partie basse de cette figure de compression. Alors voilà ce que je pouvais dire sur l'euro GBP. Maintenant, qu'en est-il du câble et des autres paires de devises? Bon, le GBP Yen c'est bullish et je pense que c'est pas terminé. D'ailleurs, le GBP Yen fait probablement une petite conso. Alors tête épaule inversée, cassure de la ligne de coup. Objectif sur le GBP Yen, regardez cette belle structure élargie. Moi franchement le GBP Yen, je vous confirme ce matin, visait 193,50. À court terme, j'ai le sentiment qu'on fait une petite conso et qu'il faut potentiellement la voir comme une opportunité de se placer, surtout dans la direction des ventes du JPY, devise de financement, vendue en phase d'attrait pour le risque. Et aussi, bien sûr, pour se mettre aujourd'hui dans le sens des chiffres britanniques du second trimestre, donc qui sont ici tout à fait satisfaisants. Donc le GBP Yen, je vise toujours sur ce marché davantage de progression. On peut tracer ici un certain nombre de lignes de tendance. Qui peuvent donc porter ce marché. Bon, elle sert à rien cette ligne de tendance. Est-ce que celle-ci a une utilité? Même pas. Donc voilà. Je pense que le marché forme un support à 192,70 et qui serait à même de progresser en direction des 193,50. Alors si le GBP Yen sort par le haut de cette structure élargie, là il remonte à 194, mais à 195 même. L'idée c'est de revenir là à terme. Impulsion haussière, range. Ce qu'on fait là sur le GBP Yen et l'USD Yen, etc. C'est très valable pour le DAX, le CAC, le SP500, le DO qui est sur support. Les marchés actions de la zone euro qui tentent aujourd'hui de former des creux de marché donc sur l'horizon de temps swing. Bref, c'est une construction technique qui, moi, me semble attractive. Alors, tout d'abord, pour en viser la partie haute.
Donc oui, je dis support, positionnement, gestion du risque sous la ligne de tendance, target 193,50. En tout cas, je vois les choses de cette façon. Alors le câble, je vais remettre ici le dollar US, qui là est neutre, hein, dollar US dans un rectangle avant la Fed. Le GBP USD, bon, je vais reprendre ici l'horizon de temps 4 heures. Bon, il reprend le niveau des 1,5550. On a une structure, une résolution haussière d'une structure sur le GBP USD en biseau d'élargissement. Pour moi, c'est une lecture technique haussière. Je vise un retour sur ce niveau-là, sur le câble. Donc les 1,5675. Voilà, on a tenu support. C'est pas évident, hein, c'est très très neutre, mais dans l'absolu, on a tenu le support. On reprend le niveau, on réintègre le précédent range. Moi, je pense que le GBP USD, essentiellement du fait du GBP, et je vais parler du DAX, ne vous inquiétez pas, a une possibilité de remonter ici donc en direction des 1,5675. Alors l'USD Yen, c'était, je vous l'ai expliqué hier, où j'avais envisagé une remobilisation des acheteurs au-dessus des 123. On a eu le double bottom, le double creux. Bon, bah, l'objectif c'était de revenir chercher cette ligne de tendance. Le marché s'en approche, voilà, c'est fait. Clairement, c'est fait. Alors, l'euro-dollar, ce matin dans le morning meeting, on était dans ce petit canal de baisse, on est même sorti par le bas. On a cassé les 1,1050. Bon, par contre, maintenant, le taux de change euro-dollar, il revient à proximité des 1,1020. Il revient à proximité des 1,1020. Le timing pour le vendre, c'était ce matin dans le haut de petit canal. Bon, maintenant, voilà, on se retrouve... alors, dans l'absolu, on est resté coincé sous cette oblique de résistance qui attrape tous les semaines de marché depuis la mi-juin. Le risque, c'est de sortir par le bas de ce canal, hein, et de revenir sur un 0,820. Donc, première résistance, 1,1051. Un niveau de prix, finalement, qui m'inviterait à adopter des stratégies négatives sous cette oblique. Alors le DAX. Écoutez, le DAX, moi je vais revenir sur ce que je vous expliquais ce matin. Il y avait des amorces de stabilisation, un canal haussier sur le RSI Daily. Et moi ce qui m'intéresse, et je vais quitter ce graphique en données journalières, c'est la clôture D1. Alors, regardez le DAX, il y avait cette ligne de tendance. On en est sorti par le haut, on réintègre. Et regardez à quel point là le marché revient précisément la chercher. Donc c'est simple. Ce matin, on a vu des signaux positifs. Moi, de toute façon, et je ne vais pas vous reproposer toute l'argumentation, j'attends la clôture journalière pour savoir si ce marché est en mode risk on pour de bon ou s'il s'agissait d'un simple rebond technique. Donc c'est simple, j'attends la clôture journalière pour me positionner sur ces marchés. Alors, en ce qui concerne le taux USD CAD, vous avez un article sur notre site qui vous explique, proposé donc par Sylvain, que ce marché est en train de tester une résistance mensuelle. Je vous remontre sur le taux USD CAD l'importance de la résistance mensuelle. Il s'agit tout simplement des sommets du dernier trimestre 2008 et du premier trimestre 2009. Là, on se repositionne en dessous. On temporise. Ce qui est important à noter sur le prix du pétrole, c'est qu'on atteint des niveaux de support. Lorsque j'étudie le H4 du WTI, le marché a atteint 47 $, qui était la cible. On est dans la partie basse d'un canal descendant. Le marché peut au moins se stabiliser. Ce qui peut être un argument intermarché en faveur d'un rebond technique du CAD. Le CAD peut parfaitement rebondir d'ici les chiffres du PIB canadien vendredi. Ce qui signifie que l'USD CAD peut temporiser, par exemple. Alors qu'en est-il du UK Oil, objectif atteint, support. Alors, on se stabilise, je dis, faut pas acheter. Pas acheter le pétrole, c'est beaucoup trop baissier. Mais on est sur des niveaux où des vendeurs peuvent prendre des bénéfices. Et se concentrer sur les toutes premières résistances, pourquoi pas les 55 à terme, pour chercher des ventes sur le UK Oil, par exemple.
On peut aussi trouver des résistances sur US Oil. Et je surveillerai notamment cette ligne de tendance ici sur l'UK Oil. Alors on avait une belle divergence haussière sur le cuivre. Ça c'est pas mal du tout pour un rebond technique. Alors je ne sais pas si vous vous intéressez au cuivre. Ça peut permettre aux devises des matières premières, après leur forte chute des dernières séances, de rebondir, voire de se stabiliser. Divergence haussière active, donc cinétique cette fois-ci, sur le copper. Sur le cuivre, moi je vous propose de surveiller ce canal de baisse. Vous avez ici les bougies japonaises du cuivre, le métal industriel par excellence. Et je pense donc que le cuivre peut rebondir en direction de la partie haute du canal. Ici, il y aura une possibilité d'adapter une stratégie de vente. Donc encore un peu au-deçà du niveau actuel des cours, ici sur le copper. De manière générale, c'est exactement le même topo sur l'once d'or. L'once d'or est dans un range. L'once d'or est dans un range que j'établirai entre 1070 et 1120. Moi, ce qui m'intéresse sur le XAU USD, c'est de vendre cette ligne de tendance baissière, mais qui passe nettement au-dessus du niveau actuel des cours. Alors par contre, il ne faut pas acheter, pas acheter une tendance baissière, mais attendre soit le marché dérive à plat en direction de la ligne de tendance, soit aller chercher donc une résistance tangible pour accompagner le marché donc dans le sens de sa tendance de fond. Alors, lorsque j'étudie les paires majeures, c'est le même topo sur la UD-USD. On fait une stabilisation sur un niveau important à 0,7270. Je pense que sur la UD-USD, c'est comme l'once d'or. On se stabilise. Les premières résistances sont au-dessus du niveau actuel des cours. La première vraiment importante sur la UD-USD, c'est 0,7350. Donc d'ici 0,7350, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, l'USD4, je vous en ai parlé, soit il revient sur la ligne de tendance, soit il fait le pullback. Il redeviendra intéressant uniquement lorsqu'il reviendra chercher cette oblique. Quelque chose qu'il pourra faire plus en avant, donc dans la semaine. Qu'en est-il du GBP-CAD? Eh bien, lui, il est resté donc dans son fanion. Voilà, donc on est toujours dans une configuration en range sur le GBP-CAD. Le marché n'est pas sorti du triangle. On voit qu'il temporise dans la partie haute. Bon, bah, l'idée, c'est de l'attendre dans la partie basse du fanion. Mais pour l'instant, le marché n'y est pas. Mais je vous invite à reporter cette figure sur vos graphiques. Ce qui me paraît important. Je pense qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant ici à essayer d'attraper. Alors, le taux euro-dollar, le dollar américain, l'USD yen qui atteint donc une target. Je vous propose maintenant de revenir sur les marchés actions US. Attention, le SP500 n'est pas encore dans la partie basse de son range. Intéressant ce qui commence à se passer sur le SP500. Le marché a établi un creux ce matin, rebondit. Notez qu'on repart à la baisse. Je vais vraiment surveiller l'éventualité d'un nouveau creux sur le SP500, notamment par rapport au RSI. Parce que le prix pourrait faire un creux plus bas. Et je constate que le RSI H4 du SP500 baisse moins. Donc on aurait peut-être quelque chose, mais on est toujours dans ce même cas de figure expliqué ce matin. On a l'amorce de signaux de stabilisation qui sont lus pour le moment comme un rebond technique. La clôture journalière permettra d'en savoir plus. Ça se peut, on n'aura pas de réponse ce soir, la clôture journalière. Simplement un marché qui se stabilise. Alors le Nasdaq 100, lui, il a réintégré ce niveau. Il reste sous pression. Le marché reste maintenant couvert ici par cette résistance à 4560 points. Peut-être quelque chose que je surveillerai davantage, c'est le Dow Jones. Alors le Dow, c'est la même chose. Il a tenu dans un premier temps son plus bas ici du 5 juillet. Le revoilà à nouveau sous pression. Faut-il repasser à l'achat sur le Dow sur les plus bas d'hier?
Moi, honnêtement, le Dow Jones, s'il revient tester les plus bas d'hier, je dis que oui, potentiellement, ça se tente. Clairement. Si le Dow retourne chercher le plus bas d'hier, je pense que c'est intéressant. On a une gestion du risque qui se ferait. C'est un niveau de support important. C'est aussi le plus bas ici du 5 juillet. Il y avait une structure ici pas moche d'extraction haussière sur le RSI en H4 ici sur le dos. Alors il y aurait potentiellement quelque chose à faire. Bon, je vais revenir sur le calendrier économique des États-Unis. Je vais laisser ici l'US dollar index, le taux de change euro-dollar sur lequel je surveille un retour à la résistance des indices 50. Et je vais bien sûr, étant donné que la session américaine a commencé, mettre ici le US 30. Et franchement, moi, un Dow Jones qui revient sur le 17 450, ça se paye. Enfin, ça se paye. Je pense qu'on a un niveau de support potentiellement attractif à ce moment-là. Ok, alors moi je vais jeter un œil à vos toutes premières questions. Attention au marché de taux. Le Bund qui est sous résistance, qui est sorti par le bas d'une espèce de biseau ascendant. Je pense que le contrat Bund peut se replier davantage, rester à terme dans un range 148-154. Mais clairement, j'invite à considérer que ce marché techniquement peut subir pas forcément cette jambe de baisse là, mais un mouvement de baisse à court terme, et ce tant qu'il se maintient donc sous cette résistance à 154, combien exactement 154,25. Alors le câble, ça c'est intéressant. Le GBP Yen, moi je surveille sur le GBP Yen. Alors, on a fait une impulsion, on fait un range. Cette ligne de tendance haussière. Alors est-ce que le range actuel du GBP Yen a une forme particulière d'un point de vue chartiste? Pour le moment, la seule chose que nous pourrions envisager sur le GBP Yen serait éventuellement l'amorce d'un petit canal de baisse qui aurait cette forme-là. Donc tant qu'on est dans ce canal de baisse, le GBP Yen peut consolider. Consolider, ça veut dire quoi? Ça veut dire retracer une partie de son avancée du matin. J'attrape ici l'avancée du matin, je la retrace, je conjugue avec les niveaux de chartiste, et je dirais que 192,50 pourrait être envisagé comme un point sympathique. 192,50 de manière générale davantage un niveau de test de cette oblique ici de tendance haussière. Et à ce moment-là, oui, clairement, cela, je jugerais à ce moment-là le mouvement intéressant. Alors, les statistiques américaines qui viennent de tomber sont bonnes. En tout cas bonnes, elles soutiennent le dollar américain. Alors, on attendait, vous le savez, à 15h45, l'indice PMI des services au mois de juillet. Il dépasse le consensus, 55,2. Bon, une statistique qui devrait soutenir le dollar US. Je considère finalement que bon, l'euro-dollar, il a baissé, il est en baisse depuis l'ouverture de la session asiatique. Il y a une résistance à indice 50. Là, on fait un petit range après un grand mât baissier. Est-ce que le risque ne serait pas finalement de retomber à indice 20, voire de casser le support? Et si on quitte ce canal, alors là, ça deviendrait sacrément compliqué. Alors, vous avez posté tout un tas de graphiques, donc je les partage et je lis vos commentaires. Alors, Ludo nous propose un décortiquage du mouvement du DAX à l'aide des vagues d'Elliott, un mouvement bien précis. Donc voilà, d'après lui, on serait dans une vague de retracement de la hausse de ce matin. La vague 4 se construit, donc il faut rester très court terme. Et Ludo,
montrerait une zone d'intérêt, je pense, entre 11 150 et 11 160 pour un achat. Donc, à peu de choses près, au niveau actuel des cours. Entre 11 150 et 11 160, si je reprends donc son décompte. Ludo nous rappelle l'importance de la clôture journalière, et en effet, c'est ce que je pense aussi expliquer depuis ce matin. On remarque d'ailleurs que le marché revenu testé à 11 250, la partie basse, la Kijun pardon, journalière, qui passe à 11 230. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est la clôture journalière par rapport à 11 230. Tant qu'on est sous 11 230 sur le DAX, il y a vraiment la possibilité que ce soit simplement un rebond technique avant que la baisse ne reprenne. Vous voyez ici la Kijun sur le DAX en H4. Donc merci pour, voilà. Merci pour toutes ces informations. Voilà, je reprends ça moi. Bon, l'euro-dollar toujours sous pression, essentiellement du fait du dollar US. Alors la clôture en données journalières, eh bien écoutez, on l'aura ce soir. Hein. L'idée c'est d'éviter une mèche haute trop importante qui témoignerait d'un rejet sous les 11 230. Donc on verra à ce moment-là ce qu'on peut envisager ce soir à la clôture. Est-il toujours envisageable d'avoir un once d'or proche de 1000 avant la fin de l'été, donc avant le 20 septembre? La réponse pour ma part, elle est oui. Julien Gregnaud, bonjour. Julien Gregnaud nous propose un chart de l'AUD NZD avec un double top qui m'a l'air tout à fait propre du fait d'un rachat de short sur le dollar néo-zélandais suite la semaine dernière à la deuxième baisse consécutive du taux d'intérêt de la RBNZ. Donc voilà, je vous invite à charger vos graphiques, à étudier la possibilité d'un double top sur l'AUD NZD. Potentiellement, il y aurait quelque chose d'intéressant à envisager. Le CAD Yen, on va parler du CAD Yen. Le GBP Yen, on en parle, j'en ai déjà parlé. Ok. Alors j'ai toutes vos questions, c'est parti. Alors le CAD Yen, eh bien il se renforce. Magnifique rebond du dollar canadien face au yen sur un support horizontal qui est très bon. Les matières premières se stabilisent, sont dans des rebonds techniques. Moi je pense que le CAD Yen, il y a ici une zone de support à 95 que le marché donc travaille. Je vais étudier moi d'abord le chandelier H1. Alors potentiellement préparer une sorte de bullish engulfing. Pour vraiment, il faudrait vraiment qu'on arrive à dépasser les... Mais je pense que le CAD Yen peut rebondir. Je pense que le CAD Yen peut rebondir. Et là, on n'est pas loin d'un tout premier support à 95. Alors pourquoi pas, avec un risque très limité, sous 94,80. Et pourquoi pas envisager que ce marché serait donc à ce moment-là sur un niveau de support. Alors oui, donc sur l'USD-CAD, en effet, ça va temporiser. D'ailleurs, il y a une bonne façon de percevoir le risque de consolidation de l'USD-CAD, c'est le risque haussier du CAD Yen. Il y a un niveau ici à 95 sur le CAD Yen, potentiellement achetable, je dirais, ou en tout cas utilisable pour gérer son risque. Alors c'est vrai que sur la UDNZD c'est propre. Alors, je dirais même qu'on est sorti par le bas d'une configuration en diamant, avec un beau double top ici. Cassure de la ligne de coup à 1,10,20. La UDNZD devrait se replier clairement davantage. On a un beau canal de baisse d'ailleurs là.
Première résistance 1,10,20. Si le marché fait un pullback à 1,10,20, ça se short pour envisager une baisse en direction des au moins 0,9. Mais la première résistance, c'est vraiment le niveau des 1,10,20. Ah, le GBP-Yen, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup ce que fait le GBP-Yen. J'aime beaucoup ce que fait le GBP-Yen et teste ses niveaux de support, je trouve ça très attractif. Bon, merci d'avoir été attentif. Vous retrouvez, non, je vous retrouve pardon, tout à l'heure à la clôture, à 17h30, ou justement tout à l'heure à 17h30, soyez présents puisque je vous donnerai mon interprétation des clôtures journalières, ces fameuses clôtures journalières. Donc, rendez-vous à 17h30 et ensuite à 18h on enchaîne sur Fibonacci. Merci et à tout à l'heure.